Alors, bienvenue à cet atelier conversation sur les arts vivants et le numérique. Je m'appelle David Desjardins et c'est moi qui vais animer cette conversation-là. Je suis le faire-valoir de nos 4 invités aujourd'hui, essayer de leur poser quelques questions intéressantes. L'avènement du numérique a considérablement changé la manière de consommer de la culture, et pas seulement de la culture qui est, par exemple, enregistrée, mais aussi de la culture scénique. En fait, disons qu'elle ouvre, le numérique ouvre de nombreuses possibilités, comme celle, par exemple, de voir un spectacle en direct à des milliers de kilomètres du lieu de diffusion. Il permet aussi de partager des contenus par les réseaux sociaux. Ça change la manière de faire la promotion des événements et des spectacles aussi. Mais dans notre vaste territoire, les publics ne sont pas toujours les mêmes, les installations non plus. Avec nos invités, on va tenter de faire un survol des possibilités, des réussites, des besoins et des défis rencontrés. Et nos invités viennent d'un peu partout au Québec, donc ça va être assez intéressant. Au bout de la table, on a Marielle-Dominique Jobin, qui est agente de communication au Centre des arts de Bécomo. Son expertise gravite autour des communications, marketing, du développement des publics. À sa droite, Émilie Bourque-Bélanger, elle est directrice générale de Nova Lumina à Chandler, en Gaspésie. C'est un parcours nocturne en bord de mer réalisé grâce au concours de Moment Factory. Guy Desmarteaux, scénographe, fondateur de Go Multimédia, qui se spécialise en sonorisation vidéo, machinerie scénique, réseau multimédia et broadcast. Et juste à ma gauche, ici, Christian Noël, directeur général des arts de la scène à Montmagny, qui se connaît très bien en diffusion, mais aussi en enseignement des techniques de scène. Il vient aussi de terminer la construction d'une nouvelle salle et de lancer un nouveau festival. Donc, des personnes avec des parcours quand même assez différents, qui viennent de plusieurs endroits. Je vais commencer par poser une question à Émilie. On va parler de Nova Lumina, mais avant de te poser la question, on a un extrait vidéo pour un peu savoir de quoi on parle. Si c'est possible de lancer la vidéo, s'il vous plaît. Normalement, il y a du son. Vas-y. C'est une version papier. Fais le son. Bonne chance. Il y a comme des petits bruits de mer et de... Marc-Claude, t'as l'air bien parti. Et voilà! Bon, d'abord, ça a l'air assez spectaculaire, Oui. comme on appelle ça comme un parcours. C'est vraiment une famille de parcours nocturnes créés par Moment Factory. OK. Créé par Moment Factory. Juste peut-être, je ne sais pas si tout le monde vous entend bien, mais s'approcher du micro. Approché. Mais oui, voilà. Donc, ça doit être quelque chose quand même de voir Moment Factory débarquer à Chandler. Bien, absolument. Moi, je vous dirais Chandler, pour ceux qui ne savent pas c'est où. Vous êtes capable tout au moins de situer le Rocher Percé. On est à 40 minutes du Rocher. Et oui, il y a autre chose en Gaspésie qu'une grosse roche. Alors, non, c'est assez... Bien, il est à côté, il est fermé. Oui, on n'entend pas. Ça marche? Je sais pas. Là, il marche plus? Très plus fort. Faut que je parle plus fort. Ben, C'est peut-être- analogue, hein? C'est pas numérique. Peut-être prendre celui-là, mais le mien non plus ne fonctionne plus. Non, il n'y en a aucun qui... 1, 2. Continue. On est. Mais on va juste parler plus fort. Étant donné que j'ai déjà enseigné en théâtre, je me dis, je vais faire ce que j'ai toujours dit à mes jeunes. Quand tout ne fonctionne pas, fais semblant que tu es en pleine maîtrise de ce qui se passe autour de toi et parle plus fort. Donc, Je parle fort, mais je ne suis pas ridicule. C'est ça, ouais. exactement. Bref, non, c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir Moment Factory débarquer en Gaspésie. Puis, je dirais que ce qui est le plus intéressant avec notre projet de parcours à Chandler, c'est que c'est pas Moment Factory qui a décidé de venir en Gaspésie. C'est des gens de Chandler qui sont allés cogner à la porte de cette grosse firme montréalaise et qui ont dit, nous, on veut ça chez nous. Donc, moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est une initiative qui vient du milieu. Merci, on me dit de parler plus fort. Difficile de projeter en étant assis. Ouais. Et donc c'est à la fois historique de ce qu'on comprend, donc il y a une part d'histoire là-dedans, mais c'est surtout, on sent qu'il y a la volonté de créer un moteur touristique avec ça.
Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a un élan autour de ça, quelque chose de très fort? Mais c'est certain que juste en disant Moment Factory, on crée un buzz. Puis en Gaspésie, on est le seul attrait véritablement nocturne. C'est-à-dire que oui, on a énormément de festivals, de shows en soirée en Gaspésie, mais un attrait touristique de soir qui est destiné à un public familial, on est le seul. Donc, ça crée vraiment un certain engouement, là. OK. D'une autre manière, puis là, je vais vous présenter tous les invités, on va parler un peu de tout ce qui les concerne, parce qu'évidemment, bon, ils ne travaillent pas tous nécessairement dans le même domaine exactement. Marielle-Dominique Jobin, quand on est à Bécomo, les technologies, qu'est-ce que ça change, par exemple, dans un contexte où les médias locaux sont de moins en moins présents? Est-ce que ça permet de joindre le public plus facilement? Bien, oui. De base, c'est certain que ça permet de rejoindre un autre public, peut-être auquel on n'avait pas accès. C'est certain que, bon, Bécomo, je ne sais pas si j'ai besoin de sortir ma carte du Québec, moi aussi, donc situé en région éloignée, la Côte-Nord, région administrative 09, donc qui est à 8 heures de Montréal, 5 heures de Québec. Puis ce que je trouve particulièrement intéressant avec toutes ces possibilités-là du numérique, mais des technologies, c'est que, justement, la frontière géographique existe, j'ai envie de dire, plus du tout grâce justement à ces technologies-là. Qu'on soit à Bécomo ou à Montréal, on a accès maintenant aux mêmes plateformes. Donc, il y a quelque chose de très, très bien. Et par rapport à la diffusion, donc, c'est de se moderniser, c'est de savoir comment on va aller utiliser ça pour justement rejoindre des publics. Par rapport aux médias traditionnels, bon, on est un petit peu dans cette modernisation-là, mais de crise du modèle traditionnel, parce que le modèle d'affaires actuel est en train de complètement changer en diffusion. Donc, c'est de voir de quelle façon, nous, on va s'adapter, puis on va évoluer avec ça. Mais je pense qu'il faut, à ce moment-là, utiliser de façon stratégique et intelligente les bonnes décisions dans chacun, nos milieux, nos contextes, tout dépendant de notre organisation, notre mission, etc., puis de nos publics, surtout. OK. Guy Desmarteau, il y a des défis très terre-à-terre, comme l'interconnectivité entre les systèmes. Pour plusieurs lieux de diffusion, c'est devenu très, très exigeant d'être en mesure de faire fonctionner des systèmes complexes. C'est quoi la différence entre le mode principal, entre le mode d'analogue d'avant, puis là, on le voit entre le mode numérique d'aujourd'hui? La grande Pour les lieux de différence, diffusion. c'est facile. Je vais donner deux lettres avec le PNP, qui est le plug and play. On le voit maintenant, c'est plug and pray. Parce que le numérique, c'est extrêmement complexe. Puis comme disait tantôt Jean-Robert dans sa présentation, autant dans les algorithmes, que vous connaissez tous quand même maintenant, c'est ça. Les prières ont été exaucées. Oh! T'auras pas besoin de Sois pas projeter. jalouse, hein? C'est ça. C'est ta prestance. C'est ça, c'est mon noir. Donc, le plug and pray fait que maintenant, on ne sait pas ce qui se passe dans les machines. Ça, on le branche, puis même vous avez des gens qui sont spécialisés, ça fonctionne, puis ils sont tous là, yeah! Écoute, t'as l'air content que ça fonctionne. Ah, mais des fois, c'est compliqué. Puis, alors, il y a eu beaucoup d'événements comme ça. Puis, ici à Québec, vous avez des salles qui ont eu un virage numérique, donc le Grand Théâtre de Québec, qui a une infrastructure, une ossature pour la grande salle Ottawa-Kamazi qui est numérique, que les broadcasters, Radio-Canada et les grands diffuseurs vont utiliser pour faire l'interconnexion, parce que d'entrer dans une salle de spectacle pour se brancher, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça veut dire que les broadcasters sont dehors. Comme l'Amphithéâtre de Québec, on a mis un réseau SMPTE en fibre optique pour les caméras, pour deux raisons. Les distances sont grandes entre la caméra, entre le quart, comme les Français disent, entre le mobile et le point de branchement, c'est très complexe. N'oubliez pas que le numérique, actuellement, le plus gros avantage, nous, on fait pas le contenu, on fait le contenant. Hein, c'est important de comprendre que le groupe multimédia, on ne fait pas de contenu, on fait des contenants, on gère des contenants. Donc, en construction, c'est une plus-value, parce qu'au lieu de passer des câbles comme avant, en RGB, HV, que tout le monde connaît encore, ou RGB, ça va, bien, ça faisait des gros conduits. Maintenant, dans des catégories 6 ou catégorie 7A, on passe 200 micros, 8 caméras. C'est hallucinant. On peut réussir à faire beaucoup plus de transport dans un plus petit conduit, ce qui veut dire que dans les murs, la construction coûte moins cher aussi.
Christian Jobin, ça a sûrement changé la manière de former les techniciens. Et on est mariés Christian, maintenant. Excusez-moi, Ça me fait plaisir. c'est moi qui ai pris des mauvaises notes. Ça va, Christian ça Noël. Mais il a pris ton nom, j'aime ça. Oui, Ouais. oui, C'est aussi, sympathique, hein? c'est Ouais, quelque chose c'est- de- C'est Action, très hein? numérique comme façon de Ouais, faire. ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière de former les techniciens? Et puis, est-ce que, à la limite, c'est encore utile de connaître les techniques analogues ou non? Oui, je pense que oui. Les techniques analogues, on s'en sort pas encore pour le moment. Encore dans plusieurs salles, on fonctionne comme ça, bien que tout le monde prenne le virage numérique. Mais c'est pas tout d'avoir les équipements numériques. Ça, c'est une autre chose aussi dont on parle très peu. Plein de gens sont récemment bien équipés, ont des consoles d'éclairage, prenons des grands EMA ou des consoles comme ça. Mais est-ce qu'on les utilise à bon escient? Ma réponse, c'est pas en tout. On est plutôt dans le 10-15% d'utilisation de ces consoles-là. Et si on reçoit des tournées, disons, qui ont des prétentions très grandes en termes de capacité d'éclairage à leur show, mais qui, comme par hasard, n'ont pas le budget pour avoir un éclairagiste, comment vous voulez que nos éclairagistes... non, mais ça arrive, là, on se parle franchement quand même. On a, donc, nous, une belle console, on a un technicien, mais on ne connaît pas le show. Programmer des moving lights, on parle de projecteurs robotisés ici, là, en français, ça se fait pas comme on faisait traditionnellement avec des cannes. Donc là, on arrive et puis on a ça. Puis tout ce qu'on a, c'est un beau show de wiper qui dure pendant... Vous avez déjà tous vu ça ou vécu ça. Alors, c'est bien beau d'avoir le virage numérique, mais ça prend de la formation pour ça. Et en ce moment, nous, en fait, à part être diffuseur, comme tu l'as dit, j'enseigne aussi en technique de scène dans un centre d'études où on est spécialisé depuis 2000 en formation de technicien. Ça a été toute une épreuve de faire ce programme-là parce que d'abord, le ministère, lorsque nous on est arrivés en 2000, le ministère de l'Éducation, si vous trouvez que le calque c'est compliqué, puis le ministère de la Culture, je vous invite à rester de ce côté-là du ministère. Le ministère de l'Éducation, c'est terrible. En 2000, on leur a dit, nous, on pense que le programme de gestion et technique de scène, qui est en fait théâtre-production, qui se donne aussi à Saint-Hyacinthe et à Sainte-Thérèse. Guy était scénographe de formation, on aime beaucoup les scénographes, mais aussi le mapping vidéo, ça existe. Et faire un cours de 120 heures sur la patine pour les décors, on pense que c'est un petit peu moins hot en ce moment. Et là, nous, on a dit ça en 2000. Et là, on nous a autorisé provisoirement pendant 5 ans à dispenser le programme. Et là, après 5 ans, on a eu l'autorisation permanente. De ça, nous, déjà en 2005, on s'est dit, on n'est plus dedans. Il faut aller plus vers la vidéo encore que vers tout ce qui est console numérique, d'éclairage, etc. Et là, on a parlé de ça au ministère de l'Éducation et eux, ils nous ont dit, oui, on va regarder ça. Actuellement, depuis la semaine dernière, il y a une table qui est formée de 3 collèges qui donnent ce programme-là, de spécialistes du milieu. Et il y a des résistances énormes du côté des enseignants de certains collèges à dire, nous, on pense qu'il faut encore former des gens vers le théâtre et la vidéo, il faudrait peut-être penser à faire un cours complémentaire ou deux. C'est pas des blagues que je vous dis, là. Donc, avant que nos techniciens dans toutes nos salles des régions du Québec soient bien formés en numérique, c'est pas demain tout de suite que ça va se faire. Il va falloir le faire peut-être via les réseaux, via Rideau, via nos associations régionales, se faire des formations peut-être plus précises, très pointues, mais je pense pas qu'on peut attendre que le train de l'éducation nous fasse tous embarquer dedans parce que c'est un train à vapeur pour l'instant. Okay. Guy avait quelque chose C'est à intéressant ajouter? ce que tu disais parce que le planétarium de Montréal, tout le monde peut-être est allé au planétarium, il y a 2 dômes, un astronomique puis un plus multimédia. Et quand on a remplacé les 29 projecteurs diapositives par des serveurs vidéo 4K, ouf! Non, mais c'est ça. Il y a eu une grosse... C'était... Il a fallu faire une formation spécifique aux techniciens là-bas, c'est ça? Le numérique, ou du moins l'avenue numérique, vient avec de la formation. Il faut former les gens, parce que les gens ne le disent pas, qu'ils ne savent pas comment ça marche, mais ils vont bisouner, puis ils réussissent à faire quelque chose, mais c'est pas vrai. C'est complexe, le numérique, OK? Est-ce que c'est un défi? Le numérique est complexe, mais technologiquement, dans le tout numérique, puis même pour le commun des mortels, l'accélération constante des innovations fait qu'on a toujours une nouvelle technique à maîtriser. Nous-mêmes, ne serait-ce qu'avec nos téléphones, il y a tout le temps une nouvelle bebelle. Est-ce que quand on est éloigné des centres, par exemple, puis là, il y a moins de main-d'œuvre disponible, est-ce que ça représente un défi supplémentaire important?
Oui, ben, j'allais intervenir parce que ça me parle beaucoup. Bon, au point de vue technique, c'est moins mon bague, mais au niveau marketing, justement, ça va extrêmement rapidement. Puis ma question que j'ai beaucoup dans toute cette réflexion du numérique, c'est comment on va développer cette expertise-là. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs systèmes avec des bases de données, ce qui est le plus précieux dans nos organisations, c'est vraiment le data. Donc, à quel point on l'utilise, ou je suis certaine qu'on peut faire une infime partie de ce qu'on pourrait faire avec ces données-là. Donc, de quelle façon on développe l'expertise maintenant? On se tient au goût du jour parce que c'est pas juste une tendance. Au final, le numérique, c'est un virage. Donc, si on veut être compétitif aussi avec cette optique de globalisation, du fait que tout le monde maintenant on est en compétition avec, je veux dire, des plateformes qui sont extrêmement bien développées, qui ont des moyens, mais Donc, ce que tu veux dire, par exemple, c'est qu'une fois que tu as une structure pour faire de la captation de données, ou là, tu as toutes ces données-là, ben ça prend des gens qui sont capables de les interpréter, ou ben il voilà, faut qu'ils soient voilà. Puis si on prend l'exemple, mon exemple, là, ou dans le Rosec, donc on n'a pas tous les mêmes ressources, certainement financières, mais humaines aussi. S'il y a une personne qui tient à bout de bras son organisation, qui a tous les chapeaux, si en plus on lui demande de se garder, ça peut être une job à temps plein, là, se garder au goût du jour là, pour tout ce qui arrive au niveau des technologies. Vous le savez, la vie va tellement vite, on en échappe, c'est normal, mais donc de quelle façon on va avoir ce soutien-là? Par qui ça passe, par le réseau, ou justement... Oui, puis à l'intérieur même de nos organisations, des fois, il y a de la résistance aussi, donc un peu comme chez certains techniciens, comme on parlait tantôt. Quand on a une installation comme la tienne, Moment Factory ne sont pas à Chandler à l'année pour s'en occuper? Non, puis jusqu'à un certain point, s'il était à Chandler à l'année, je pense que j'aurais pas eu le budget de me rendre à Québec. Ouais. Parce qu'on s'entend, c'est des techniciens absolument extraordinaires, mais c'est state of the art, c'est hyper moderne, sont à l'avant-garde de tout ce qui se fait du côté techno, mais c'est une main-d'œuvre qui coûte très cher, qui est très spécialisée. Puis, on ne se le cachera pas. Puis là, je vois des collègues de la pointe de la Gaspésie et je ne veux pas me faire tirer des tomates et des roches. Mais c'est vraiment un problème d'avoir des gens compétents, formés. Puis je vous dirais que dans notre cas, en plus, on a beaucoup d'emplois qui sont saisonniers. Puis on n'a pas de volume, c'est des emplois qui sont saisonniers. Puis moi, dans le fond, j'opère, mon technicien principal doit être disponible de mai à fin octobre. Bien, je ne peux pas y garantir un temps plein à l'année, ce qui est un peu problématique. Puis il faut que j'aille chercher des gens qui sont hyper formés, hyper compétents, qui comprennent le langage numérique, puis qui comprennent le langage de Moment Factory, qui est souvent une coche au-dessus. Puis qui ont le goût d'être au chômage 6 mois par année. Ben, ce qui peut être intéressant en Gaspésie, mais le plus beau temps pour être au chômage en Gaspésie, c'est l'été, fait que je suis à l'envers. Mais tu sais, puis il y en a, on en a des jeunes, on en a du monde, mais c'est d'essayer de les faire revenir, de les garder. Puis là, on ne se lancera pas en plus dans toute la stratégie jeunesse et d'établissement durable qui bat de l'aile. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais ça va ensemble pareil. Si nos jeunes formés quittent la région puis ne reviennent pas, bien moi, je n'ai pas de main-d'œuvre qualifiée. Puis à la limite, ça fait que j'embauche des techniciens qui viennent pour l'été puis qui repartent après. Puis ils ne reviennent pas l'année d'après. Puis ils ne reviennent pas l'année d'après. Puis pour moi, comme organisation, il faut que je recommence, il faut que je les reforme, il faut qu'ils réintègrent l'équipe. C'est difficile. Ouais. Le gros problème de la formation, en fait, c'est que la plupart des diffuseurs, mis à part quelques grandes salles, on se doit d'avoir des techniciens polyvalents absolument. On ne peut pas avoir un spécialiste de la vidéo. Peu importe la plupart des villes, des diffuseurs ne peuvent pas avoir ça. Donc, il faut former des polyvalents, des gens qui vont être capables autant de faire du son que de l'éclairage pour leur garantir du travail à l'année. Mais ensuite de ça, il faut qu'ils se tiennent à jour. Et ça, c'est une autre chose aussi. La mise à jour, la formation continue ne se fait pas suffisamment chez les diffuseurs dans l'ensemble du Québec. C'est pas d'envoyer son technicien une fois au CITT pour un après-midi. C'est plus que ça. Il faut développer un programme annuel de formation avec des équipements. Une chose où on est vraiment en retard comparativement aux Américains, c'est le prêt d'équipement par les compagnies. Et là, je ne vous parle pas de votre compagnie locale
que ce soit Megasign ou Solotech ou peu importe là, qui, on parle des fabricants. Du côté des universités américaines où on forme les techniciens, en fait, la plupart du temps là-bas, il y a des équipements qui sont prêtés par les grandes compagnies. Guy, tu vois ça souvent, j'imagine. Mais donc, on va avoir, je ne sais pas moi, Christie qui va débarquer, qui va laisser 500 ou 600 000 $ d'équipement pendant 1 an ou 2 et qui, 2 ans après, va venir rechercher ces équipements-là et va les fournir aux institutions d'enseignement. Nous, on est loin de ça, là. On se prête des consoles entre nous autres puis Rivière-du-Loup pour former quelqu'un. Je veux dire, on n'est pas là pendant tout. Là. Et il va falloir qu'il y ait un mouvement un peu plus grand qui se fasse là-dessus, de faire de la pression. Je sais que les vendeurs n'aiment pas ça, ce genre de discours-là, parce qu'eux, ils se disent « Ouais, mais là, si, je sais pas, moi, Emma, Martin fournit des consoles, moi, j'en vendrai pas. » Oui, tu vas en vendre plus, parce que nos gens vont être formés sur ces équipements-là, et ensuite, ils vont avoir le goût de travailler avec les équipements sur lesquels ils sont formés. Les programmes de mécénat par rapport aux fabricants sont inexistants au Québec, et il faut travailler ça absolument, selon moi. Il y a d'ailleurs un programme, je ne l'ai pas par cœur, mais si vous voulez, peut-être qu'on pourrait les mettre plus tard. Il y a un programme qui existe en Belgique, Alsace, qui est une formation extrême. Moi, je trouve ça fantastique. Allez voir ça, formation Alsace, technique de scène, c'est impressionnant. On parle beaucoup de broadcast de plus en plus. Oui, il y a une question. Allez-y. Ça se fait plus. Les productions nous exigent d'avoir ça. Les compagnies comme Solotech, c'est rendu qui achètent ça sur eBay pour avoir des pièces de rechange parce que les pièces ne se fabriquent même plus. Il serait temps qu'il y ait un gros changement là-dessus. Puis ça part des producteurs qui nous imposent. J'ai un exemple. Ben, exemple, on parle de technique 2 secondes. Je m'avise, Express a été remplacé par le Color Source de la même compagnie parce qu'ils ont compris le message d'université qui se faisait passer du matériel, qui donnait des commentaires sur des produits, parce que je voulais faire ça avec vous aujourd'hui, mais c'est nos discours, de passer du matériel, puis avoir le feedback, puis il y a une Color Source qui vient de sortir de la même compagnie qui faisait l'Express, parce que les gens s'ennuyaient de l'Express, parce que le technicien d'éclairage fait aussi le son, il ramasse les billets, il fait le ménage, puis il repasse. Et il n'y a pas de formation. Oui. Tandis que, juste vous dire, finir sur l'Express, ben, il y a un tutoriel dessus, une vidéo dessus. Comment programmer mon Moving Light Martin 350? Tu fais play, puis il dit comment faire sur le petit écran. On est rendu là parce qu'on n'a pas le temps d'être formé, il y a trop de choses qui sortent. Puis qui sont caduques, dans le temps de le dire, remplacés par d'autres. Qui sont caduques. Puis souvent, ben, on va, comme vient de dire Christian, c'est bon ce qu'il disait, quand même intéressant. Hein? C'est vrai que le technicien... Tu te rends compte de ça aujourd'hui? Ben oui. Après toutes ces années-là? Ben, bonhomme de même. Le technicien, on lui demande de faire une tâche, de programmer 14 moving lights, mais il y a une demi-heure, là, tu sais. Puis là, si c'est pas beau, là, que ton éclairagiste, il est pourri. Il fait du son dans la vie d'habitude. Hein? Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais c'est ça la réalité. Ben vous le vivez. Oui, bien, c'est en processus. Là. Pour ceux qui le savent, je suis revenue en poste, ça fait seulement quelques mois, donc avec beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme. L'enthousiasme est toujours là, les idées aussi, c'est le temps. Donc, c'est un processus à long terme aussi, mais ce que j'essaie beaucoup de faire en lien avec mes médias sociaux pour développer justement un lien privilégié, c'est de la création de contenu. Donc, c'est sûr que ça rajoute à la tâche quotidienne, je dirais. J'essaie d'être très présente aussi, mais je pense que ça passe vraiment par la création de contenu pour essayer de créer une relation privilégiée, mais aussi de pouvoir utiliser à bon escient là, tout ce qui nous est offert maintenant, aujourd'hui. Ça ressemble à quoi les contenus? Puis là,
c'est ça que je fais dans la vie, du marketing de contenu, là, donc ça m'intéresse encore plus. Ben, je veux dire, là, on est. Oui, c'est ça, Ouais. question piège. Non, mais c'est de la vidéo, des enregistrements, du texte, c'est des contenus qui viennent d'ailleurs, que vous produisez vous-même. Ben, c'est un peu de tout ça, sincèrement. Ça dépend vraiment. Tu sais, dans une offre de spectacle non plus, on ne peut pas en créer pour 65 propositions par année. Là, vous comprendrez, à un moment donné, on manque de temps, mais j'essaie beaucoup plus vidéo. C'est sûr que le visuel, c'est ce qui, dans les études aussi, c'est ce qui va happer rapidement l'attention des gens, parce qu'on a tellement, vous le savez, il y a tellement d'images, il y a tellement de publicité, on est bombardé à chaque jour. Donc, le temps d'attention est tellement restreint. Donc, j'essaie d'y aller vraiment plus au niveau visuel. Mais par rapport à ça, c'est sûr qu'on est en processus avec Homo aussi de changement de système de billetterie. Donc, ils vont nous amener d'autres possibilités, justement, avec des bases de données qui vont pouvoir se parler et puis pouvoir les exploiter d'une autre façon. Donc, là encore, ça va être un monde de possibles qui va s'ouvrir, puis on revient à ça, mais de développer l'expertise, puis savoir comment s'en servir, puis de faire les bons choix. Parce qu'à Bécomo, je veux dire, à 21 000 quelques de population vieillissante, population en décroissance, comme un peu partout, là, je ne vous ferai pas pleurer ce matin, mais je veux dire, on a tous ces enjeux-là, donc c'est certain que je vais choisir là où d'investir là où c'est payant, en fonction justement de mes publics aussi, puis de ce que je veux faire, choisir quel canal, ce que je veux dire par quel canal, de quelle façon, à quel public. Donc, c'est de faire des choix intelligents, enfin, en toute humilité, on l'espère. Mais donc, c'est ce processus-là aussi dans lequel on est présentement là, chez nous. Parce que, bon, comme on disait tantôt en région, ben, c'est vrai partout, mais il y a un recul de la presse traditionnelle, mais c'est encore plus vrai en région, ils sont encore assez plus vivants peut-être que Oui, bien, j'avais pas fini la première question dans le fond que tu m'as posée tantôt. Ben, je vais la reprendre au bon. Mais on est moins, les régions sont moins présentes au niveau des médias nationaux. Bon, vous le savez, encore une fois, un recul à chaque année qui est désolant. Mais au niveau des médias locaux, malgré le fait que toutes ces technologies-là, je conserve une part de mon modèle traditionnel qui va aller rejoindre un autre public aussi. Puis, je dirais encore plus en région, les médias ont à la limite ce rôle un peu plus communautaire. Donc, c'est des alliés, c'est des ambassadeurs, puis ça devient presque une mission aussi. Donc, il faut s'adjoindre d'eux. Puis, c'est payant pour eux aussi. Je veux dire, c'est de la création de contenu pour eux également. Mais je pense que là-dessus, y a pas vraiment, ils sont encore bien présents, puis c'est important, en fait, parce que c'est un peu la survie de tous. C'est souvent des alliés en région. Oui, tout à fait. Puis, veux pas, quand on a un contenu qui est agréable, qui est beau, moi j'ai la chance de vendre du rêve. Puis je dis souvent que j'ai la plus belle job en Gaspésie. Je m'excuse pour mes collègues gaspésiens. C'est moi qui l'ai, je m'en excuse. Mais veux pas, puis effectivement, on a encore, je pense que la radio, notamment en Gaspésie, ou en tout cas dans mon coin de la Gaspésie, il y a encore un certain impact. Il y a encore des journaux papier. Ce qui est une bonne puis une mauvaise chose, parce que moi, j'ai une clientèle, même ma clientèle jeune locale. L'été passé, en début de saison, j'étais toute seule et je recevais des appels de gens qui essayaient d'acheter des billets en ligne et qui ne comprenaient pas le processus d'achat en ligne. Fait que c'est à double tranchant, le côté vintage des régions, c'est le fun. Ça fait que des fois, on a des canaux différents de ce qu'il y a en ville, on a une belle présence dans nos médias locaux, mais il y a quand même un retard j'aime pas dire un retard de la population, mais comme un retard une dans habitude qui n'est pas nécessairement une habitude qui n'a pas été créée, créée, puis un manque de littératie numérique. Là. Ouais. Ce qui m'amène, c'est mon moment Mathieu Bock-Côté, donc conservateur. Est-ce qu'on peut changer de place? Ouais. Est-ce que... Attention, on est à Québec. On parle beaucoup de technologie, de numérique, on parle de broadcast, de ce genre de choses-là, mais énormément d'offres potentielles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une demande potentielle pour aller avec l'offre de tous ces produits numériques-là qui sont là? Puis là, ben, je sais pas si... En fait, pour faire le pont peut-être avec ça, nous, on a une toute nouvelle salle où il n'y avait plus de cinéma commercial. On n'est pas au Bantoustan du Sud-Est, là, on est à Montmagny. C'est quand même pas si loin de Québec, mais il y avait quand même plus de cinéma commercial. Et là, ben, on s'est dit, on avait la brillante idée d'être de notre ère. Donc, on s'est dit, on ne fera pas de programmation papier pour le cinéma. Ça va être uniquement notre application, ça va être uniquement notre site web. On s'est planté.
Il faut lâcher le veau d'or à un moment donné du numérique aussi, des fois, puis être conscient d'où est-ce qu'on travaille, puis avec qui on travaille. Ton truc de billetterie, là, ça arrive régulièrement à plein de gens ici qui sont peut-être timides et qui ne le disent pas. Mais nous, on était obligés de refaire du publi-postage pour le cinéma parce que les gens ne vont pas voir sur Internet et on nous dit il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub dans le journal. Il y en a, mais l'autre affaire, c'est que la vraie programmation, elle est sur le web. Et ensuite de ça, je pose une question comme ça. Là. Qui parmi vous, parmi les diffuseurs présents, sont vraiment actifs sur Twitter dans vos régions, dans vos salles? Vraiment, là? Oh. Vous êtes actifs et votre public l'est-il? Ah, c'est ça, c'est l'autre affaire. Fait que, parce que c'est bien beau d'utiliser tout ça, mais on se parle-tu tout seul des fois? Ça, c'est ma question. T'sais. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, là-dessus, on est peut-être dans un moment où ça va changer. Oui, là, il y a le programme de la SAT. Plusieurs d'entre vous allaient avoir la station scénique. C'est beau. Mais nous sommes des diffuseurs, nous ne sommes pas des producteurs de contenu artistique. Donc, on va s'associer, on va s'allier avec des producteurs là-dessus. Il va falloir que tout le monde soit peut-être en période de rodage, de test pendant quelques années, mais ça ne se fera pas automatiquement. Puis, plusieurs d'entre vous, tout comme nous, diffusez peut-être l'opéra sur grand écran ou du ballet et tout ça. Est-ce que ça vaut la peine? Je me le demande encore. Oui, il y a une clientèle pour ça, qui viennent voir le lac des Cygnes, qui dure 3 heures. Et là, on peut faire un entracte, par exemple. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est quoi les revenus derrière ça? Il faut s'équiper, avoir des équipements à la fine pointe, les entretenir pour vendre des billets à quoi? 14, 15 $ taxes incluses à 30, 40 personnes le dimanche après-midi ou à 300, dépendamment de votre bassin de population. Mais est-ce que ça remplace vraiment l'expérience où on voit un humain vivant qui nous dit des affaires sur scène? Je ne sais pas. Mais ça, c'est Non, moi, je doute. Ouais. Mais c'est la beauté de la chose parce que, je veux dire, depuis des millénaires, les gens se rassemblent dans des lieux pour voir quelqu'un. Les arts vivants, peu importe les technologies, ça va toujours demeurer. Puis là-dessus, On peut se demander si c'est encore des arts vivants quand c'est diffusé sur un écran, puis on est à 2000 km de l'endroit. Excusez-moi, j'avais juste monsieur qui a une question avant, puis après ça, je passais à vous. Oui, avec plaisir. Monsieur? Personne ne serait étonné de vous entendre dire que ça exige beaucoup d'investissement. Et on entend, c'est plus qu'un investissement continu. C'est incessant, permanent et renouvelable à chaque saison presque. J'aimerais ça vous entendre parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'être convaincus qu'il y a des gains en bout de piste. Vous avez commencé à aborder la question, on investit beaucoup, mais est-ce qu'il y a un retour sur cet investissement-là sur le très court terme? Je serais curieux de savoir. Vous parlez de l'équipement, là. Non, je ne parle pas juste d'équipement, je OK. parle autant pour les coms, autant. Je pense qu'on a besoin d'entendre, au-delà de la difficulté de la chose et de l'investissement, c'est qu'en retour, il va peut-être y avoir un gain. Et je ne parle pas juste financier. Y a-t-il un gain quelque part que vous avez perçu, que vous entrevoyez, qui va faire en sorte que tout le monde va être convaincu d'aller de l'avant? Je pense que l'opération que vous avez faite sur le plan touristique, je pense qu'il y avait beaucoup de retombées, mais je serais curieux d'entendre les autres panélistes aussi sur ces gains-là, sans les promettre, de dire oui, il y a potentiellement des gains à cet investissement-là, qui n'est pas juste financier, mais de ressources, etc. Oui. Je peux débuter peut-être Oui. en disant que oui, absolument. Puis, je veux dire, c'est du travail, mais les gains sont là. Puis, je dirais même que rapidement, on voit des résultats parce que là, on a ça influence tellement notre travail, mais ça augmente incroyablement les possibilités. Donc, tout est plus facilement exploitable, transférable. On va finir aussi par y gagner du temps avec l'automatisation des processus, etc. Donc, je veux dire, à quelque part, moi, je trouve que c'est payant et ça va l'être si ça ne l'est pas encore. Mais c'est de suivre un peu la parade dans le sens qu'on ne peut pas, dans cette globalisation-là, nous, on a encore puis je ne m'en vante pas, là, mais on a encore un système qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas choisir leur siège quand ils achètent un billet de spectacle sur Internet. On est en 2017. C'est inacceptable. T'sais, à un moment donné, il faut se moderniser. Le métier de diffuseur est jeune, on se spécialise, on évolue. Ben, il faut embarquer là-dedans, sinon on est out. Et puis les gens magasinent en ligne, ils savent comment... Ben, oui, il y en a qui ne savent pas comment ça marche, mais il y en a beaucoup qui savent comment ça marche. Donc, il faut se tenir à l'affût, il faut être là.
faut être là où ça se passe, tu sais. Puis c'est sûr une que moi, expérience client aussi qui doit être agréable. Là, ben, tout c'est à ça. fait. Puis, tu sais, là, les possibilités sont incroyables. Mais, tu sais, moi, je suis une Y, j'assume, je suis là-dedans, j'ai pas peur des technologies, puis je vais y aller à fond. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, c'est vraiment important de garder ça en bout de ligne, que les résultats sont là, ça permet de rejoindre de nouveaux publics. Puis pas juste les jeunes nécessairement non plus, mais c'est ça, de prendre le temps d'analyser puis de scruter notre marché puis de voir où ça peut être payant. Puis justement, les résultats vont arriver, je crois, rapidement. Parfait. J'ose espérer. Si je peux me permettre, je pense que c'est aussi une question de, dans le cas des régions, tout au moins, de revitaliser nos régions. Moi, je pense à Chandler. Il y a quelques années, moi, quand je suis arrivée, c'était absolument grotesque. On était dans une ère encore post-Gaspésia, qui est l'usine de pâte et papier qui a fermé et toute la saga qui s'en est suivie. Fait que d'avoir des installations multimédia dans une ville post-industrielle, ça crée des emplois à valeur ajoutée, ça crée des emplois saisonniers durables, puis ça vient aussi démontrer que les régions sont encore présentes, peuvent être modernes. En termes de fierté locale. Oui, ouais. le c'est sentiment. majeur en termes de fierté locale. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir l'été passé puis qui disaient « J'en reviens pas, c'est chez nous. On a Moment Factory, on a un parcours nocturne de cette qualité-là et de cette beauté-là chez nous, dans mon, petit village. » C'est majeur, c'est un facteur de retombée économique, mais c'est de la fierté et c'est tangible. Les gens portent le projet? Vraiment. La population est entièrement derrière nous. On n'a pas eu, tu sais, c'est comme les médias. On n'a pas eu de critique de médias. Au contraire, les médias nous appellent pour parler de nous. C'est extraordinaire. Moi, mes relations de presse se font toutes seules. Ouais. Les gens m'appellent, veulent me parler. C'est extraordinaire. Puis ils veulent juste parler du positif. Oui. Fait que C'est merveilleux. c'est merveilleux. Bon. Alors, il y en a du positif et pas juste sur la facilitation technique ou les ventes, là, même, ça va jusque dans l'esprit du lieu Oui. là, qui est animé par ça. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait tantôt? Bonjour, je suis Marie-Claude Brière, je suis diffuseur sur les spectacles à Gaspé. En même temps, c'est le fun, tout le monde se présente. Je trouve ça intéressant. C'est vrai. C'est moi qui aurais dû le dire. Christian, tu sais, le principe avec la SAP, le projet pour Les salles branchées. On ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'on va faire avec, mais ça reste que c'est une voiture. Tu sais, c'est pas une fin en soi. Puis c'est pas vrai que. Je vais juste réagir, c'est pas vrai que ça va être une grosse TV. C'est pas ça, ça va être de la co-création. Puis oui, notre rôle de diffuseur, c'est diffuser, mais avant tout, nous, on doit développer des publics. Puis c'est avec la médiation, avec des personnes âgées, avec des jeunes. Puis depuis 3, 4 ans, 5 ans, on en fait de la médiation culturelle avec les nouvelles technologies. Puis là, on va pouvoir comme co-créer avec plein d'autres salles au Québec, puis justement amener notre population, nos artistes, nos scénographes, puis nos madames, tu sais, là, de Chandler, si tu veux, à s'amuser ensemble, puis à développer des contenus culturels. Nous, on va être comme les cheerleaders, tout ça, puis les coordonner. Fait que je veux juste pas qu'on pense que c'est une grosse TV. Non, parce que le système d'ASAT dont on parle, lui, il fonctionne dans les deux sens, Ouais. c'est ça. Fait que ça va être vraiment amusant. C'est n'importe quel char que tu as, si tu sais pas où tu vas nulle part. Fait que c'est à nous de savoir où est-ce qu'on va aller, comment on a le goût de vivre notre road trip. Puis c'est comme ça qu'on fait du numérique. Il faut tout le temps des créateurs, des humains qui expliquent. Puis moi, je travaille avec des profs, des fois, qui ont de la misère, ils ne savent pas comment télécharger un PDF. Là. Tu sais, je veux dire, c'est des profs de polyvalence, je dois les accompagner à faire du numérique. Fait que, tu sais, on travaille avec des humains, puis ça changera jamais. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça, c'est nous autres les boss. Là. C'est bon. C'est juste ça. Merci beaucoup. Monsieur, oui? Pierre-David Rodrigue, Conseil québécois de la musique. Nous, en musique, on s'entend musique de concert, les musiques classiques. Je suis debout. Musique nouvelle, musique actuelle, mon jazz. Moi, j'entends beaucoup parler du projet Saint-Hubert ici, un projet fascinant, déstabilisant. Puis, je veux juste lancer l'appel à vous dire que, de notre côté, nous, on espère que les musiciens de notre communauté vont être capables d'aller vers ces projets-là, en étant intègres artistiquement. Et on lance l'appel, venez vers nous si vous voulez monter des projets avec des musiciens, avec Saint-Hubert. On a déjà des projets en cours, entre autres de leadership en musique numérique.
Ça va être propre à chaque diffuseur, en fait, de travailler ça. On est ensemble déjà, dis-toi ça, là. On va se coller. Est-ce que tu veux... Non, je disais juste que ça va être le propre de chaque diffuseur, justement, d'aller chercher des producteurs, des compagnies pour travailler avec nous là-dedans, puis d'intégrer le plus possible, justement, l'aspect médiation là-dedans. Ça va être vraiment un outil fabuleux pour ça. Mais là, on va avoir ça bientôt, mais il y a une question aussi de transmission. Tout à l'heure, vous regarderez, là, on n'est pas en fibre optique là, du côté de l'installation ici que la SAT a fait, puis ça fonctionne bien. Mais c'est sûr qu'en fibre optique, Full HD, on ne parle pas de la même qualité, de la même résolution non plus. Donc là, il va y avoir un enjeu de se brancher adéquatement à des réseaux de fibre optique pour pouvoir maximiser l'expérience parce qu'on a tout regardé déjà. Des fois, on essaie de se parler sur Skype, ça ne marche même pas. T'sais. Fait que, il faut vraiment avoir la bonne connectivité pour que ça marche. Donc, il y a un enjeu là, vraiment entre guillemets, de hardware. Là. Désolé d'être rabat-joie. Est-ce que... Ben, nous, on intervient encore plus loin que chez vous. On fait un studio, peu importe, au Nunavut. Et on s'est imposé que le système va être entièrement numérique. Pourquoi? Pour le soutenir à distance, donner la formation à distance, parce qu'actuellement, ils ne savent même pas qui va l'opérer. Mais ils veulent diffuser, mais ils ne savent pas qui va l'opérer. Alors, nous, à distance, il y a des gens qui connaissent bien le système qui va être en place, sans parler technique. Donc, on va pouvoir le guider à distance pour le former. Puis on va mettre un système très petit, très simple. On n'ira pas dans un système broadcast d'alerte trop compliqué. Ça va être simple, mais au moins qu'ils vont pouvoir l'opérer parce qu'il y a le même problème, c'est que le technicien qu'on va donner la formation, peut-être, il disparaît, on sait il est rendu où, puis il revient demander, non, mais c'est le temps de la chasse, on ne sait pas. C'est leur façon de travailler, de faire, puis il faut mais c'est à nous à s'adapter à ça, c'est pas à eux à s'adapter à ça, je pense un peu quand même. OK. Monsieur là-bas, puis madame tout de suite après. Oui, monsieur. Tout à fait. Non seulement par rapport à l'ensemble de la population, mais aussi par rapport aux strates de public visés par rapport aux produits que l'on présente. Ce qui fait en sorte, comme tu disais, au niveau de ton cinéma, où est-ce que tu t'aperçois que ton traditionnel a encore sa place, parce que la strate de population visée est beaucoup plus vieille, bien souvent, et comparativement à des trucs beaucoup plus jeunes, ou si on compare le profil de consommation communicationnelle, les plus jeunes sont plus nécessairement dans les médias traditionnels, mais ils sont plus au niveau des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux qu'on comprend. Donc, c'est important de se poser ces questions-là quand on parle de stratégie communicationnelle de chacun dans notre milieu. Et vous allez être surpris si vous prenez de l'information où se trouve votre monde par rapport à la consommation des médias, incluant les réseaux sociaux, les brochures, tout ça. C'est assez impressionnant de voir ça. C'est très juste ce que tu dis là, parce que oui, pour une tranche d'âge et je dirais un médium différent qui est le cinéma, on est peut-être plus vers du traditionnel, alors qu'avec le nouveau festival qu'on a démarré au mois d'août dernier, le Bivouacalooza, avec quelques dizaines, centaines de dollars de pub Facebook, on a fait un triomphe de cet événement-là, parce qu'on s'adressait à des 18-35 ans avec Facebook, Twitter, puis 3-4 trucs sur la boutique Voir. Fait que là, ça a été instantané, mais on parlait de la bonne façon à la bonne personne, en fait. Tout à fait. Il y avait madame qui avait une question, oui. Jacinthe Potvin, une compagnie Mathieu François Maison. Je trouve ça passionnant. En même temps, quand vous disiez tout à l'heure, on manque de techniciens qui sont capables d'avoir accès à ces nouvelles technologies-là, puis on ne sait pas comment ça tarde pour les former et tout ça. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu amènes aussi, Marielle-Dominique, c'est qu'il y a cette accessibilité possible aux personnes responsables des
Effectivement. Oui. C'est un peu le mirage, là, comme la Société des loisirs. Là, on était supposé de plus travailler maintenant, là, puis la technologie, c'est supposé de nous faciliter l'existence, mais finalement, c'est un truc qui est À venu la se limite, rajouter, ça là. ajoute un poids. Puis, si je peux me permettre une comparaison boiteuse, des fois, on se sent comme organisation un peu comme quand les femmes ont décidé qu'ils faisaient des enfants, qui étaient mères de famille, qui étaient aussi travailleuses autonomes, puis qui travaillaient Qui font du 40 heures crossfit. semaine, qui Ouais. font du crossfit, qui ont le temps de faire les lunchs, les ci, les ça. Je ne suis pas mère encore, je ne suis pas rendue à ce stade. Mais j'ai l'impression que comme organisation, c'est un peu comme si on nous demandait, OK, on te donne plus de moyens, on ne t'explique pas nécessairement comment ça marche, puis pourtant, je suis jeune, j'ai juste 32 ans, puis on dit, ben, va et démerde-toi, mon enfant, fais tout, fais-le bien, puis fais-le toute seule. Ouais, c'est l'organisme culturel en portrait de la jeune femme moderne. Eh bien finalement, oui, ouais. à mon avis, Ouais. c'est la même chose. Tu avais déjà des tâches qui demandaient un temps plein, bien là, on te donne un deuxième temps plein, puis idéalement, on aimerait aussi que tu continues de manger. Mais, je veux juste apporter une petite nuance. Hein. Ce que je dis, c'est pas demain matin engager quelqu'un à temps plein pour s'occuper des réseaux sociaux, des coms. Des coms, oui, là, mais je veux dire, on va perdre ma job. Non, non. Mais je veux juste emmener la nuance. C'est pas ce que je dis. Puis il y a des endroits où ce sera peut-être pas la meilleure décision. Pour ça que je le répète depuis le début, mais c'est vraiment tout dépendant du contexte, de notre organisation, de nos réalités spécifiques, avec tout ce que ça comprend, mais c'est certain que d'un coup qu'on a toutes ces possibilités-là, on serait bien niaiseux de ne pas en explorer quelques-unes pour voir justement, pour se faciliter la vie aussi, puis aller plus loin. Mais demain matin, c'est bien certain. Puis encore une fois, dans le Rosec, on a des situations tellement disparates. Donc, on a des réalités complètement différentes. Je suis bien au courant, c'est ça que c'est. Quand tu as une personne dans l'organisation, tu ne vas pas mettre tout ton budget pour engager quelqu'un pour les médias sociaux. À la limite, c'est peut-être plus intéressant de réengager un agent de développement puis de faire de la médiation culturelle. Mais tu sais, là, c'est des choix que chaque organisme, chaque personne va faire. Mais je voulais juste rectifier peut-être ça. Là. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais il y a des limites. D'accord, merci. On a encore le temps pour quelques questions. Oui, Diane? Communique avec notre base de données et notre billetterie. Donc, il faut qu'il y ait deux firmes qui se parlent. Ça peut être complexe. Nous, on ne comprend rien. Il y a toute la plomberie, je dirais, derrière le numérique qui nécessite énormément de temps, énormément de compétences qu'on n'a pas nécessairement, on le dit de 2-3 manières depuis tantôt. Des spécialistes dans la piscine, dans la plomberie, des whiz en numérique et en informatique, on ne peut pas non plus se payer ça, chacun d'entre nous. L'élément que je veux juste apporter, et on n'a pas le choix, on s'en va vers là, on est dedans, mais souvent ça nous dépense des compétences qu'il faut acquérir au sein d'une organisation. Tout à fait. Et ce que je veux apporter, c'est que là, la mutualisation des ressources va peut-être être une planche de salut, je dirais. Si 2-3 organismes se mettent ensemble, que ce soit dans une région, dans un même réseau, pour aller se chercher une spécialiste qui nous accompagne. Tu sais, je redis, repenser à faire un site Internet, vers quelle firme on va, qu'est-ce qu'on demande, quelles sont nos exigences, quels sont nos devis. Tout ça peut être complexe. Alors, c'est juste l'élément de la mutualisation des ressources spécialistes qui peut peut-être être une aide pour l'ensemble des diffuseurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça? C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup en région, souvent pour des raisons de coût. Puis vous parliez de site web, puis effectivement, le site web peut être assez complexe. Et moi, l'été dernier, c'était toute une billetterie qu'il fallait mettre en place. Et je vous dirais que ça a été un casse-tête du jour 1 à la fin de la saison.
Puis là, cette année, on s'est fait faire une billetterie maison pour remédier à tous nos problèmes, mais ça aussi, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Madame, on a encore le temps pour quelques questions. Il nous reste 3-4 minutes. Allez-y. Légionnaire du théâtre de quartier. Je pense qu'on va vous demander de vous Debout. lever debout, fait que je vais le faire avant. Je trouve que c'est fascinant tout ce à quoi vous devez faire face. Je tourne au Québec depuis 40 ans. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait rien. Ce que je souhaite beaucoup, c'est que pour les prochaines années, mon travail en salle de répétition demeure le même et que tout ça puisse nous aider, nous, parce que, je veux dire, c'est quand même moi, en salle de répétition, qui va créer quelque chose, qui va, par après, vous servir ou qui va être diffusé. Et ça, moi, j'ai le goût, si un jour, je veux éclairer à la chandelle, je souhaite que les créateurs, on puisse continuer et que tout ça nous serve. Actuellement, je suis étourdie. Bon, on peut dire que c'est que je suis vieille, mais je suis aussi étourdie avec de jeunes créateurs. Il faut que le créateur demeure au cœur de tous ces changements-là. Et j'espère qu'on aura les moyens de conserver ça. En effet. Oui, j'abonde dans ce sens-là. Puis la réflexion que j'ai par rapport à la création, c'est justement que ce contenant-là qui est hyper attirant et qui peut être éclaté, bon, on va dans d'autres zones, mais que ce contenant-là vienne bien servir le contenu et que ce soit pas seulement une expérience. Technologique. Oui. Voilà. Avec, Oui. ça, c'est la que le la numérique- forme qui a du fond aussi. Là. Ben voilà. Qu'il y a une mise en valeur, dans le fond, du contenu par le numérique, mais que le numérique ne devienne pas contenu. Puis ça, tout à fait d'accord. Là. C'est un support, le numérique. Oui, juste c'est ça. un Oui, c'est ça, support. tout à fait. Monsieur Ça ici. va valoir. Bonjour, Réal Beauchamp, Agora des Arts à Rouen-Noranda. Bonjour, M. Desmarteau. Bonjour. Peut-être le petit commentaire que je voudrais passer, c'est que de plus en plus, nous, on est une petite salle de diffusion, très spécialisée au niveau de la jeunesse, petite enfance, réseau primaire, secondaire, collégial. Et puis, mais on découvre avec les années qu'on va être des pédagogues dans notre bâtisse. Il faut aller devant les établissements, on est en union avec l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, le programme de communication et art, pour amener des étudiants de niveau maîtrise universitaire à produire, à travailler en lien avec des étudiants du secondaire pour présenter des choses dans notre voie. Donc, on devient de plus en plus diffuseur et producteur, supporteur, accueil en résidence de nos comédiens. Inviter nos comédiens locaux à donner des activités dans les classes de préparation au spectacle qu'on diffuse. Mais c'est la notion de pédagogue, je pense. On ne peut plus s'asseoir tout simplement en attendant que la clientèle vienne. On doit préparer notre clientèle, on doit courir après et on doit en faire nos clients de demain, nos utilisateurs de salle de salle commentaire. Merci beaucoup. Puis on va terminer. Je pense qu'on avait. Non, c'est bon. Peut-être juste une petite dernière parce qu'après ça, ça va être terminé. Oui, monsieur. Monsieur Marchambault, Centre des arts Juliette Lassonde. Là, on a quand même une salle moyenne élevée. On travaille très fort sur l'automatisation des procédés, mettre en place des outils. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que des fois, on veut le mutualiser ou le brosser, mais on n'a pas toujours le même langage. Moi, je trouve qu'il y a au moins une base qu'on devrait développer commune pour que la gestion de contenu soit partagée, pour qu'on n'ait pas tout à le réécrire, à la remettre en place, à reprendre les vidéos. Ça, c'est un travail que moi, après, ça fait plus de 10 ans que je parle d'avoir un minimum, une structure minimum. On a eu la vitrine culturelle qui a fait un grand détour. On a essayé de faire ça, mais il y a une base dans le dialogue ou dans l'information qui se fait facilement. Les métatags de toutes ces informations-là, les descriptions, toute une série d'informations qui, déjà au départ, ça partait correctement, ça se rendait dans toutes nos salles. On gagnerait beaucoup de temps au niveau, après ça, de la publicisation, de la communication de ces événements. On retravaille, tout le monde fait ce petit travail-là. S'il restait juste à cibler ses publics, puis après ça, à diffuser ce contenu-là qui existe déjà. Là. Ou de bouger, mais si on avait une base commune, comme on a sur, mettons, n'importe quel
Garage, funky, indie rock, machin, il y a un minimum comme ça, comme un festival, iTunes ou n'importe quoi, il y a un minimum, il y a des vidéos, vous aimez ci, vous pourriez aimer ça, ça c'est tout automatisable. Mhm. Il n'y a pas de centrale comme moi je trouve qui devrait exister, où on pourrait tout domper et aller chercher nos trucs minimalement. Ça enlèverait déjà pour moi au niveau des communications et de l'information, je prends un peu. Oui. N'est-ce pas une mission que Rideau pourrait porter? Mais il y a déjà un projet de plateforme commune au niveau de l'offre de spectacle là, qui est vraiment assez avancé au niveau des dos. Ça veut Parfait. dire que si les gens veulent, vous prenez un papier, un crayon, écrivez vos noms, faites un comité, puis hop, faites-le. Il n'y a pas de secret, là. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, tout le monde. Merci. Très éclairant. Alors, bonne journée à tout le monde. On va sûrement se recroiser aujourd'hui. Au revoir.